Ces 2 dernières années, des découvertes exceptionnelles de tombes de la dynastie des Han en Chine ont fait la une des journaux. C'est bien beau tout ça, mais en fait, comment les Chinois concevaient-ils la mort à cette époque? À quoi ressemblaient leurs tombes? Comment étaient-ils enterrés? Et avec quoi? Et d'abord, c'est quoi la dynastie Han? C'est tout ça que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Truelle la vie, la chaîne qui vous parle d'archéologie et de Chine antique. La dynastie chinoise des Han a régné pendant plus de 400 ans sur un immense territoire. Considérée comme un âge d'or, cette longue période a été celle de la stabilisation du pouvoir impérial, du développement du confucianisme qui marque encore la société chinoise actuelle, du développement des arts et des lettres, etc. Bien sûr, dans le détail, il faut nuancer, tout est plus complexe que cette simple introduction, et c'est pas le sujet ici. La période est divisée en deux grandes parties. Les Han occidentaux, ou antérieurs, de 206 avant notre ère à l'an 8 de notre ère, avec pour capitale Chang'an, et les Han orientaux, ou postérieurs, ayant régné de 25 à 220 de notre ère, et dont la capitale était Luoyang. Entre les deux règne Wang Mang, qui usurpe le trône entre 9 et 23 de notre ère. Bien entendu, durant ces 400 ans, les pratiques funéraires dont nous allons parler ont évolué et il y avait aussi beaucoup de spécificités régionales. Je vous propose donc de faire un tour d'horizon général. Les textes de l'époque Han montrent une conception double de l'âme. Après le décès, l'âme appelée Hun, qui est immortelle, monte au ciel et l'âme appelée Po reste dans le cercueil et finit par s'y dissoudre. Les Chinois avaient plusieurs âmes. Le ciel, où les âmes Hun se rendent après la mort, est considéré comme le lieu de séjour des immortels. Immortels avec un I majuscule. Ce sont des personnages de la mythologie chinoise dont je vais vous parler de suite. Chacun aspire à cette immortalité après la mort. Les immortels apparaissent dès le 2e siècle avant notre ère sur le cercueil de la marquise de Dai à Mawangdui. Ils ont généralement de grandes oreilles, des ailes et des jupes de plumes. Ils sont associés à l'île mythique de Penglai qui serait située vers l'est. Le premier empereur s'est consacré à la quête de cette île car il cherchait à obtenir l'immortalité de son vivant. Sous les Han, l'île de Penglai à l'est et le mont Kunlun à l'ouest sont des espaces paradisiaques. Le mont Kunlun est associé à la Reine-Mère de l'Ouest, une divinité également associée à la quête de l'immortalité. On retrouve ce mont Kunlun très souvent dans les décors des tombes des Han postérieures, ce qui montre sa popularité et reflète que les Chinois de cette époque aspirent à une vie dans l'au-delà. Ces conceptions que je viens de résumer sont typiques de la pensée taoïste. Depuis l'époque des Zhou, on pratique le culte des ancêtres familiaux. Les rites pour faire passer le défunt au rang d'ancêtre sont donc extrêmement importants. Selon la doctrine confucéenne qui se diffuse à cette période, il faut préparer ses funérailles à l'avance, se préoccuper de son cercueil et de ses vêtements funéraires. Le moment du dernier souffle est guetté par les proches. Quand le mourant rend son dernier soupir, un proche monte sur le toit de la maison et l'appelle 3 fois par son nom pour rappeler l'âme du défunt dans sa demeure. Puis, on constate le décès et on commence les funérailles selon une suite très codifiée d'actions. Toilette du mort, habillage, puis mise en cercueil le 3e jour. Le fils aîné est le maître des cérémonies. Le défunt est placé dans une tombe provisoire dans la cour de la maison. L'emplacement de la tombe et la date d'enterrement définitive sont définis par des géomanciens et des devins. Les erreurs peuvent avoir des répercussions catastrophiques sur les descendants qui peuvent aller jusqu'à modifier le lieu ou l'orientation de la tombe après l'enterrement. Le jour des funérailles à proprement parler, le cortège funéraire se dirige vers la tombe. On jette de la nourriture ou de la monnaie tout au long du parcours pour les esprits errants. Le fils aîné prend le deuil pendant 3 ans quand il perd son père, s'habille en blanc et s'interdit tout divertissement. À l'issue du deuil, la tablette provisoire du défunt sur l'autel des ancêtres est remplacée par une tablette définitive qui porte son nom. On fait régulièrement des offrandes à l'autel des ancêtres, on invite régulièrement l'ancêtre à participer aux événements familiaux et on fait un banquet sur la tombe le jour de la fête des morts. Ici, on va surtout parler des tombes les plus riches, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait quasiment rien des tombes les plus modestes de cette époque. En effet, les archéologues chinois ont pendant très longtemps montré peu d'intérêt pour les tombes les plus simples. Mais, à leur décharge, ils ont aussi été obligés de se concentrer leurs efforts sur les tombes les plus riches, devant souvent les fouiller en urgence pour éviter le pillage total, une fois la tombe mise au jour, soit fortuitement lors de travaux d'aménagement, soit
par des pilleurs. Les tombes les plus riches sont entourées d'une enceinte, notamment celle des empereurs. Le long du chemin, qu'on appelle le chemin des âmes, le chemin qui mène aux tombes impériales, on trouve des statues d'animaux gardiens qui sont là pour écarter les mauvais esprits. Autour des tombes les plus riches sont creusées des fosses. Vous connaissez tous la fameuse armée de terre cuite grandeur nature retrouvée dans des fosses près de la tombe du premier empereur de Chine. Eh bien, sous la dynastie Han, on perpétue cette tradition de serviteurs accompagnant le défunt, mais avec des figurines plus petites. On appelle ces figurines des Mingxi, et on peut également en retrouver dans la tombe elle-même. On en reparlera après. On trouve aussi un ou plusieurs temples d'offrandes pour que les proches puissent venir honorer le défunt. L'architecture de la tombe en elle-même est très diverse et complexe, donc on va juste tracer des traits généraux qu'elles ont en commun. Donc la tombe est composée d'une chambre funéraire principale qui est creusée profondément dans le sol, parfois il y a aussi des rampes d'accès et parfois non, parfois des escaliers. Le tout est recouvert de terre jusqu'à la surface et parfois d'un tumulus par-dessus. Les chambres funéraires sont en bois au début de la période, puis en briques ou en pierre en fonction des régions. On est plutôt sur du bois puis de la brique au sud du fleuve Yangtze, et plutôt dans des tombes creusées dans la roche ou construites en brique ou en pierre au nord de ce fleuve. La chambre funéraire peut être unique ou multiple. Plus on progresse dans le temps, et plus les tombes les plus riches sont composées de pièces multiples qui reproduisent une véritable maison souterraine. Car l'au-delà étant imaginé comme une vie assez similaire à la vie terrestre, il faut une demeure où passer cette nouvelle vie éternelle. Les parois en briques ou en pierre sont décorées de peintures ou de bas-reliefs. Les parois des tombes sont donc souvent décorées de briques moulées, de pierres ciselées, de briques ou de dalles peintes, évoquant la vie du défunt ou celle qu'on lui souhaite dans l'au-delà. Quelle que soit la technique décorative, on retrouve à peu près les mêmes thèmes. Au plafond, on peut voir des corps célestes, c'est-à-dire des étoiles, la lune, le soleil, etc. Autour des portes sont figurés en général des gardiens. Sur les parois, on peut souvent voir des fonctionnaires subalternes et des domestiques, c'est-à-dire l'environnement familial et professionnel du défunt ou de la défunte. On peut également voir des scènes de banquets, des scènes de chasse ou de promenade à cheval. Bref, ça dépend des tombes et du défunt. La taille des surfaces peintes dépend bien entendu de la richesse du ou de la défunte. Par exemple, dans les tombes de petits fonctionnaires de Luoyang, la capitale des Han postérieures, ce sont surtout des linteaux de porte, les salles annexes et les bornes faîtières de la chambre funéraire qui sont peints. On y retrouve des corps célestes, des scènes d'exorcisme des mauvais esprits, des immortels et différentes divinités, des récits historiques, etc. À la toute fin de la période Han, dans les tombes les plus riches, on voit apparaître des portraits du défunt peints de face. Les vivants de l'époque des Han recherchent l'immortalité, cherchent les recettes de longue vie et se doivent de préserver leurs dépouilles. Pour cela, il y a deux techniques principales. 1. Envelopper le corps dans une carapace faite de petites plaquettes de jade souvent assemblées avec des fils d'or. Le jade est réputé pour garantir l'immortalité depuis des époques antérieures à la période Han. Deuxième solution, une immersion dans un liquide de conservation. Puis le corps est placé dans un emboîtement de cercueil laqué en milieu anaérobie, c'est-à-dire totalement privé d'air. Contrairement à la première méthode, celle du jade, la méthode du liquide de conservation est très efficace car on a retrouvé des momies très bien conservées, dont la marquise de Dai est la plus célèbre. Ramsès II, petit joueur. Le défunt était habillé de vêtements de soie pour les plus riches, et certains corps étaient enveloppés dans de nombreux vêtements. Par exemple, le corps de la marquise de Dai, encore elle, était enveloppé dans 20 robes de soie, passées les unes par-dessus les autres. Eh ben, elle va pas avoir froid cet hiver, celle-là, hein. Elle portait également des mitaines et des chaussons en soie. L'au-delà est considéré comme une réplique de la vie terrestre, donc il faut s'y présenter avec les marques de sa place dans la société pour y garder son statut. On retrouve donc dans le cercueil différents objets déposés au plus près du mort. Des sceaux personnels et administratifs, des épées et des insignes de dignité, comme de longues plaques de jade qu'on portait pour les audiences officielles avec l'épée par exemple, des objets en jade comme des agrafes et des pièces décoratives pour les vêtements, des bracelets, des pendentifs, etc. On trouve aussi des livres écrits sur soie, non pas tatoués sur la peau, sur soie, la soie. Vous l'avez ? Il pouvait également être écrit sur des lamelles de bambou. On trouve aussi des cartes topographiques ou militaires en soie, des peintures sur soie montrant des scènes de l'entourage du mort qui étaient tendues dans le sarcophage.
Dans la chambre funéraire et les pièces annexes, s'il y en a, on retrouve également tout un tas d'objets pouvant servir aux défunts dans l'au-delà. De la vaisselle, des nécessaires de toilette et à couture, ou pour écrire, pour se soigner, comme des aiguilles d'acupuncture, des monnaies, des vases en bronze et en céramique, des brûle-parfums et des lampes à huile en bronze doré, des objets en laque, des instruments de musique, des balances et des poids, des miroirs en bronze, des statuettes d'immortels, des monnaies, des vases en bronze et en céramique, des objets en laque, des instruments de musique, des balances et des poids, des miroirs en bronze, des statuettes d'immortels, des mingshi fabriqués en série dans les ateliers d'État. Les mingshi étaient initialement en paille tressée ou en bois, puis on va les fabriquer en terre cuite. Ce sont des substituts aux sacrifices humains car, oui, avant la dynastie Qin, on emportait ses vrais serviteurs et guerriers avec soi dans la tombe. Ambiance. Allez, tout le monde dedans, on fait un prix de gros les gars. Les mingshi font environ un tiers de la taille humaine. Ce sont soit des femmes et des hommes nus représentés de manière réaliste, debout, et qui portaient des habits de soie à l'origine, soit des figurines en argile peintes figurées habillées, et donc leurs habits sont peints directement sur l'argile. Ce ne sont pas toujours des soldats, on trouve aussi du personnel de service, des danseuses, des musiciens, etc. Ce ne sont pas que des figures humaines, mais également des animaux et des objets ou des bâtiments. Bref, on emportait tout pour vivre dans l'au-delà, aussi bien qu'on vivait sur Terre. Et pour les archéologues, les mingshi permettent aussi d'avoir une idée de l'architecture et des costumes de l'époque, et par extension de la vie de cour. Les tombes de la période Han, comme beaucoup de tombes à travers le monde, ne nous renseignent pas uniquement sur la vie après la mort, mais également sur la vie tout court. Et c'est en ça qu'elles sont doublement intéressantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo de reprise jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez également des questions, eh bien j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Je m'excuse par avance parfois de certaines grosses tartines que je peux mettre en réponse à vos simples questions, mais j'essaye d'être la plus précise possible. Et puis comme j'ai un doctorat en archéologie, des formations scientifiques, j'essaye d'expliquer au mieux et de citer mes sources. On se retrouve bientôt pour un nouveau voyage dans le temps, et d'ici là, eh bien prenez soin de vous.